Alors, bonjour et bonne fête à tous les chrétiens qui nous suivent présentement. Que Dieu facilite pour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Bonjour le Faso, merci de votre fidélité, merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous serons avec la CORAB, qui est cette coalition des associations-là de lutte contre les VIH-Sida. Ensemble, on parlera de l'actualité. On fera le point aussi sur la situation du VIH-Sida au Burkina Faso. Et on parlera donc des missions du nouveau bureau exécutif justement de la CORAB. Ça sera dans un instant. Plus tard, on parlera de crypto-monnaie vu que M. Amidou Zanga sera là pour nous parler de de cette semaine dédiée à la crypto-monnaie qui va se tenir justement ce week-end. On en parlera également. Alors, avant ça, vous aurez l'information avec Alphonse Ouedraogo. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci de nous suivre. Notre première rubrique, c'est à la découverte d'eux et nous irons au niveau donc de Lumbila pour débuter. La rubrique à la découverte d'eux, nous sommes installés à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila cette semaine pour cette rubrique-là. Et puis, on va débuter avec les témoignages concernant, bien sûr, l'orphelinat. Nkema Ratba Richard, voilà, ancien pensionnaire du centre d'accueil Sainte-Thérèse de Lumbila. Je suis parti à Lumbila en 2008. En 2008, je suis arrivé à Lumbila, août 2008, si je me rappelle très bien. Voilà, j'ai été très bien accueilli, voilà, par les sœurs et les tantes qui y étaient. Voilà, j'ai croisé aussi d'autres enfants qui étaient là-bas. Voilà, donc tout s'est bien passé. Je suis arrivé là-bas en classe de 6e. Voilà, donc on nous avait mis à disposition des vélos pour qu'on puisse aller sortir hors du centre pour fréquenter. J'étais au lycée départemental de Lumbila, voilà, juste à 7 km de la maison. J'ai eu mon BPC dans le centre en 2012-2013. Après le BPC, on a toujours eu, j'ai personnellement eu l'accompagnement du centre, voilà, jusqu'au bac, puisqu'on revenait régulièrement au centre pour aider à cultiver, voilà, à faire les travaux champêtres. Voilà. Donc, lorsque l'école reprenait, on repartait. On nous donnait des fournitures, voilà, de quoi payer aussi la scolarité, même si ce n'est pas tout. Voilà. Le nécessaire y était fait. Après le bac, je suis reparti au centre, passer des vacances, aider les enfants et les sœurs, particulièrement dans le jardinage. Donc je les ai aidés dans le jardinage pendant un bout de temps. On a eu des tomates, des oignons, voilà, et boulumboula, des aubergines. Voilà. Donc, et après cela, je suis reparti, je suis revenu à Ouaga pour débuter l'université. Je suis toujours à l'université. Je suis en train de chercher le master. En plus de cela, je mène des activités annexes. J'ai pu créer mon entreprise. C'est une entreprise de promotion immobilière, voilà, service de nettoyage, placement et recrutement. J'ai créé mon entreprise le 18 juillet 2020. Voilà. Et pour le moment, je mène les activités de transfert d'argent, voilà, et quelques ventes de parcelles. Et pour le moment, je n'ai pas eu encore de contrat à proprement dit. Je continue à faire la promotion de mon entreprise. Et je fais droit des affaires. C'est de rester toujours combatif, voilà, de se battre, d'étudier bien à l'école, voilà, de suivre les conseils des sœurs, voilà, des tantes qui y sont. Les sœurs, disons que c'était nos mamans, puisqu'ils faisaient tout, voilà, ils faisaient tout, nous ont donné de l'amour, de l'affection, tout ce qu'on voulait, ils étaient là pour nous. Voilà. Donc c'était
c'était nos mamans, c'est toujours nos mamans, puisqu'on on est toujours ensemble, on part souvent les rendre visite, voilà, donc c'est toujours nos mamans, voilà. C'est de dire merci aux sœurs, dire merci aux tantes et dire merci également aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes indépendants, moi particulièrement je dis que je suis indépendant, je me débrouille dans la vie. Et il y a beaucoup d'entre nous aussi qui ont réussi dans la vie, voilà, sont pères de famille. Il y a d'autres qui ont eu des emplois dans la fonction publique, il y a d'autres qui sont dans le secteur privé. Donc, c'est rendre grâce à Dieu pour ce que pour ses bienfaits. Voilà. Donc, dire merci beaucoup aux sœurs pour ce qu'ils l'ont fait pour nous. Et nous sommes avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue Alphonse. Bonjour à vous, Madame Nikema. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. Merci. Alors, comme je le disais, il n'y a pas de journaux papier aujourd'hui, donc vous n'aurez pas la lecture des titres, mais surtout la phase commentaire. Deux sujets retenus. Alphonse, on parle de déclaration illicite de biens d'un ancien ministre de Roch. Marc Christian Kaboré. Voilà, Roch Marc Christian Kaboré, pour être complet. Pour être complet, précis. Alors, il s'agit donc du ministre Salif Thiem Touré. Il était donc alors ministre en charge donc, de la jeunesse et de l'emploi sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, il est écroué parce que selon les informations et selon ce qui a été donc dit, tout est parti du fait que une personne, une thèse, voilà, est allée donc dénoncer et la SELC s'est mis donc à la tâche et a commencé donc à chercher les informations, ce qui a donc abouti à son inculpation, puis au jugement. Et c'est le jugement qui a donc été conclu et qu'il est condamné à 36 mois de prison ferme et il doit payer donc 540 millions de francs CFA. Alors, il lui a reproché du fait que dans sa déclaration de biens, comme tout membre du gouvernement, il faut donc déclarer ses biens comme il se doit, mais il se trouve que Salif Thiem Touré n'a pas déclaré tous ses biens, ou du moins, il a laissé vraiment des comptes où il n'a pas cité. Ça a suscité donc la curiosité de la SELC, bien entendu, après la dénonciation. Et la SELC ayant donc mené les enquêtes et a conclu, et ce sont sur ces conclusions que la justice s'est appuyée et le jugement a été fait et il a été donc condamné. Alors ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, sinon ils sont nombreux. C'est ministres ou membres du gouvernement, lorsqu'ils sont nommés, ils font donc leurs déclarations, mais ils ne disent pas tout. Malheureusement, la loi est claire quand vous ne dites pas tout et qu'après on constate que vous avez déclaré vos biens, vous n'avez pas déclaré tous les biens, alors la loi vous condamne parce que vous voulez donc cacher certains biens et ça, ce n'est pas bien. Et vous, dès lors que vous prenez fonction, vous déclarez vos biens et après donc vos fonctions, vous devez encore déclarer. Et cela est important parce qu'il y a des gens qui s'amusent vraiment avec la loi alors que les textes sont clairs. Il y a des gens, quand ils quittent le gouvernement, quand ils quittent la tête donc d'une institution, ils ne déclarent plus leurs biens. Et je pense que ce cas-là est interpellateur pour ceux qui sont toujours en fonction ou ceux qui vont après leur fonction, qui vont en tout cas vouloir, en tout cas ne pas déclarer leurs biens. Ça interpelle tout le monde. Et je pense que l'ASE, elle a fait un travail ici. Et je crois que l'État burkinabé ou bien le Trésor public va pouvoir donc recouvrer ce qui le revient au bénéfice donc du peuple burkinabé. C'est pas simple. Donc parlons d'autre chose. Le ministre en charge de l'administration territoriale interpellé sur les discours haineux sur les réseaux sociaux. Oui, le ministre donc interpelle sur ces discours parce que depuis la célébration du 15 mai, sur les réseaux sociaux, la toile
s'enflamme. On assiste donc à des diffusions du discours des communautés religieuses bien données avec des réactions par-ci, par-là. Je pense qu'il était tout à fait indiqué que le ministre sorte donc sur cette question et interpelle tout un chacun. Le Burkina Faso, on peut dire que le vivre ensemble et la cohésion interreligieuse doit toujours exister. Et je pense que c'est dans le souci donc de préserver cette cohésion interreligieuse que le ministre interpelle tout un chacun d'avoir un discours qui rassemble, un discours qui apaise les cœurs. Alors, le 15 mai n'est pas vu d'un bon œil par certains observateurs ou certaines communautés religieuses, et des leaders ont eu à faire des réactions et ça suscite donc des réactions par-ci par-là. Je pense que cette sortie va essayer donc de calmer les ardeurs et ceux qui vont en tout cas aller en porte-à-faux avec après la déclaration du ministre vont faire donc face à la loi. Ils seront donc condamnés comme il se doit et punis comme il se doit. Donc je pense que cette sortie du ministre ou ce communiqué du ministre est vraiment arrivé à son moment. Donc, on dira que tout le monde est interpellé. Tout le monde est interpellé. Au calme. Ouais. Super. Merci beaucoup, Alphonse. Et on te souhaite bonne fête de l'Ascension. Merci bien. Merci. En tout cas, la météo est toujours au rendez-vous. Donc, on va aller voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Nous recevons pour vous ce matin, donc, Monsieur Herman Abouga. Il est le nouveau président de la coalition des réseaux des associations burkinabées de lutte contre le VIH-Sida et de la promotion de la santé, en abrégé CORAB. Bonjour à vous, Monsieur Abouga. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes accompagné de votre secrétaire général. Il s'agit de M. Pamoussa Songré, qui est le secrétaire général de la CORAB. Bonjour, M. Songré. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Donc, jeudi dernier, il y a eu justement votre installation. Et M. Abouga, à la tête donc de la CORAB. Quel sentiment vous anime, vous qui êtes maintenant nouveau président donc, de la CORAB? Merci madame, merci bien sûr à la télévision Savane Média pour cette invitation. Il faut dire que c'est vrai que nous prenons la CORAB à un moment où les défis sont énormes et je pense que c'est aussi avec courage et fierté que nous avons estimé en tout cas que tout le monde communautaire a bien voulu que en tout cas nous puissions prendre les rênes de cette structure qui est une fêtière quand même qui a montré ses preuves. Et nous comptons en tout cas faire en sorte qu'on puisse ensemble atteindre les objectifs que nous voulons escompter et que aussi nous puissions, comme défini depuis la nuit des temps, et bien sûr comme objectif principal au niveau de la lutte contre le VIH-Sida, l'élimination du sida d'ici 2030. Et pour vous, qu'est-ce qui a valu le choix de votre personne? Le choix de ma personne est lié bien sûr à mon expérience. Il faut dire que le monde communautaire est vraiment un milieu où, lorsque l'on n'a pas eu une base, lorsqu'on n'a pas commencé de la base vers le haut, on a souvent du mal à s'en sortir. Il faut dire que nous ne sommes pas tombés comme ça du ciel, parce que j'ai une structure à la base qui est à TJB, et à travers cette structure, nous avons mené beaucoup d'actions sur le terrain. J'ai commencé en tant qu'animateur, jusqu'à aller superviseur, jusqu'à monter comme chargé de coordonnateur de projet, président de structure et vraiment coordonnateur de certaines activités au niveau régional comme national, ce qui m'a prévalu cette expertise communautaire qui me permet aujourd'hui et qui a donné quand même le choix aux membres de la fêtière de me mettre au devant des choses pour guider, pour orienter, parce que quoi qu'il en soit, c'est vraiment seule force, ce n'est pas ma seule décision, mais je pense que c'est une philosophie commune qu'on doit avancer ensemble. Moi, je ne fais qu'être devant pour, en tout cas, booster ce que toute la communauté demande. Merci bien, Monsieur le Président. Maintenant, on va parler justement, donc, présenter mieux la CORAB pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le secrétaire général, c'est quoi la CORAB? C'est quoi ses objectifs et missions?
Merci pour l'invitation, comme l'a si bien dit le président. La CORAB est une organisation, une fêtière nationale qui regroupe des réseaux et des associations au niveau national et régional, qui a pour objectif d'accompagner et de créer un environnement favorable à la vie des associations afin qu'elles puissent apporter leur contribution, notamment dans le domaine de la santé et bien sûr dans d'autres domaines. Cette fêtière est aussi une structure qui permet de renforcer les capacités et les compétences des organisations de la société civile sur le plan national pour accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de ses politiques et éventuellement les plans stratégiques qui sont mis en place plutôt pour les organisations. Donc l'objectif est noble parce que nous sommes une organisation parmi tant d'autres, mais reconnue sur le plan national, mais également sur le plan international par d'autres organisations. Et vous en êtes à combien justement d'associations au sein de la CORAB? Merci. Au sein de la CORAB, on peut dire que le nombre est vraiment vaste parce que on peut estimer à 300 et quelques. Parce que lorsque vous prenez la CORAB, c'est bien sûr des réseaux et ce n'est pas les moindres. C'est des grands réseaux qui ont en leur sein plusieurs structures et encore bien sûr des structures associatives qui sont membres de la CORAB. Et à la création de la CORAB le 13 décembre 2007 à Ouéguia, et on était autour de 168 structures comme ça. À l'heure actuelle, on peut estimer à presque 300 structures membres de la CORAB. Mais il faut dire que nous avons fait en sorte que la CORAB nationale, ceux qui peuvent se prétendre être de la CORAB nationale, ont une certaine capacité au niveau national, ou du moins ils sont dans plusieurs régions au niveau national. Et par contre, au niveau régional, il y a tout un nombre d'associations qui sont membres des coordinations régionales de la CORAB. Donc à l'heure actuelle, on peut dire que quand on prend le domaine de la prévention, il y a des structures membres de la CORAB. Quand on prend au niveau de la prise en charge médicale, il y a beaucoup de structures membres. Et quand on prend spécifiquement les centres médicaux, il y a beaucoup de structures membres aussi de la CORAB. Donc la CORAB est une fêtière qui regroupe à ça, et que ce soit les cibles, les structures ciblées, et que ce soit les structures qui ont une orientation pour la prise en charge typiquement, et que ce soit les structures qui ont une orientation pour la prévention. Parce que quoi qu'on dise, les deux vont de pair. Ce qui m'amène justement à cette question, puisque vous parlez de comment vous êtes organisé en même temps, quelles sont généralement les activités de la CORAB? Il faut dire que la CORAB est une fêtière qui, comme le SG venait de le dire aussi, qui travaille vraiment à faire un plaidoyer fort auprès des institutions étatiques et même des ONG nationales et internationales pour la cause, en tout cas des priorités au niveau national. Et donc la CORAB est là pour le plaidoyer, la CORAB est là pour les capacitations, la CORAB est là aussi pour les orientations. Mais la CORAB n'est pas une structure opérationnelle. D'accord, donc orientation pour justement aussi accompagner vos structures membres. Alors, le nouveau bureau est justement installé depuis jeudi. Quelle est votre vision ensemble? Le président va ajouter tout à l'heure, mais je donne la parole au secrétaire général. Ensemble, quelle est votre vision avec cette nouvelle équipe? Bon, la vision de la CORAB est assez claire. Je crois que ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un monde communautaire bien structuré et pleinement impliqué dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations et notamment avoir une accessibilité pour la santé universelle des populations. Ça, c'est la vision que la CORAB s'est donnée depuis sa création en 2008 à Ouéguia, je précise, avec les associations qui ont donné cette vision-là afin que la santé universelle soit une réalité pour la population burkinabé. D'accord. Le président, maintenant, pour ajouter, surtout que vous êtes nouvellement arrivé, c'est quoi maintenant la vision ou les innovations? Il faut mettre des paquets, il faut mettre l'accent. L'autre, c'est de voir comment, dans quelle mesure nous avons ce qu'on appelle la plateforme de la société civile. Et vous savez, la CORAB est forte, mais elle serait plus forte
Si on parle aussi de la promotion de la santé de côté, la lutte contre le VIH-Sida, c'est quoi maintenant la situation du VIH-Sida au Burkina? Parce que actuellement, on se dit qu'on n'entend plus trop parler de Sida. Est-ce que le Sida existe toujours? Est-ce que ça touche encore plus? C'est quoi la situation? Il faut dire que quand on prend la prévalence au niveau national est de 0,6%, mais comme on le dit, il ne faut pas voir le VIH de façon globale. Actuellement, nous sommes dans des actions ciblées. Okay. Nous sommes dans des stratégies ciblées. Parce que nous avons des cibles potentielles où l'infection est élevée. Nous avons aussi un groupe d'âge, une tranche d'âge du moins où l'infection est élevée. Quand on prend les populations à haut risque, qu'on appelle les PHR, à ce niveau, pendant que nous sommes à 0,6%, dans ce groupe, il y a des cibles qui sont jusqu'à 0,27%. C'est qui Donc, parce que c'est des tranches d'âge où le VIH est en train de prendre une certaine ampleur. Ah oui, donc aujourd'hui, le VIH touche plus les adolescents et les jeunes que les adultes. Parfaitement. Ok. Parfaitement. Et parce qu'avant, c'était pas comme ça, en fait. Avant, c'était plus pour que ce soit les travailleurs. Les jeunes. Oui, j'ai vu que vous avez parlé tantôt d'un peu moins de visibilité des activités de sensibilisation sur le terrain. Il faut dire que les stratégies ont changé, comme le président le disait. Avant, tout azimut, on était dans la communauté, on nous attendait dans des marchés, des haut-parleurs que nous utilisons. Et en réalité, les canaux de communication ont changé. Et les réseaux sociaux sont utilisés pour sensibiliser les jeunes. On se déplace également à travers nos organisations et dans les établissements pour faire de la sensibilisation. Et également, dans la place publique, il y a des activités qui sont menées par les associations dans les 13 régions. L'insuffisance ou la rareté des financements aussi impacte beaucoup sur le travail des associations. Et je pense que vous êtes sans savoir que beaucoup de partenaires actuellement ne sont plus au Burkina. Donc, on travaille de sorte avec nos associations pour la mobilisation des ressources endogènes afin de leur permettre de pouvoir continuer toujours à mener des activités sur le terrain. Et les autorités nous accompagnent, même si nous trouvons que les ressources ne sont pas assez suffisantes pour faire un travail sur le terrain, au regard du fait que, comme il a si bien dit, il y a des pratiques sexuelles qui sont actuellement en milieu jeune qui affectent beaucoup ce milieu-là. Et il y a des activités qui sont faites dans ce domaine parce qu'il ne faut pas ignorer les grossesses non désirées que nous observons dans beaucoup d'établissements. Et je pense que les établissements font appel à la CORA pour qu'ils mettent à leur disposition des acteurs qui vont faire de la sensibilisation et du dépistage pour connaître au moins le taux de prévalence en milieu scolaire et de connaître aussi comment accompagner les établissements à avoir de la prévention et la prise en charge à travers nos centres de santé communautaires, les CDV, les centres de dépistage, qui prennent aussi en charge les personnes vivant avec le VIH. Pour peut-être ajouter à ce qu'il venait de dire, il faut dire que la CORA a cette chance de pouvoir être, en tout cas, sur les tables de débat avec, bien sûr, nos gouvernants, ce qui fait qu'au niveau du SPCNS, le secrétaire permanent de lutte contre le VIH-Sida, et la CORA fait partie, en tout cas, des fêtières qui sont impliquées, et en tout cas par rapport à l'écriture de ce qu'on a appelé le CSN, le cadre stratégique national de lutte contre le sida. Donc, à chaque fois, la CORA est impliquée dans l'écriture du CSN. Et c'est à travers ce CSN que tous les partenaires techniques et financiers s'accordent pour accompagner les gaps manquants au niveau du Burkina Faso. Et pour la mise en place de ce CSN, ou bien du moins l'écriture de ce CSN, la CORA est pleinement impliquée dans l'écriture. Et dans ce CSN, tous les acteurs qui peuvent contribuer, en tout cas à la lutte contre le VIH au Burkina Faso, sont impliqués dans l'écriture de ce CSN. Et toutes les orientations au niveau de la lutte sont dans ce document. Et nous, en tout cas, nous attelons à faire en sorte que tout ce qui a été mis là-bas tient compte des réalités et du contexte national. Et c'est le guide
Ce document guide au niveau du Burkina dans la lutte pour la lutte contre le VIH-Sida. Donc, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que les SGB. Et pour la prise en charge, c'est vrai que vous avez évoqué un peu le fait que le gouvernement fait toujours des efforts pour disponibiliser les ARV et tout pour les malades. Est-ce que justement aussi la CORAP continue, que ce soit des plaidoyers pour une meilleure prise en charge donc, des malades du VIH-Sida? Merci. Il faut dire qu'à ce niveau, nous, on doit, en tant que bureau, nous félicitons en tout cas les structures de prise en charge au niveau de Burkina. Parce que c'est les structures qui font beaucoup d'efforts. Au-delà de l'accompagnement national, c'est les structures qui font des efforts pour aller chercher les ressources à l'extérieur, hors du pays, pour vraiment accompagner les malades. Il faut dire que quand vous prenez les files actives, et au niveau des personnes vivant le VIH, en tout cas la société civile n'est pas de moindre. La société civile n'est pas en reste parce que on a un grand nombre de personnes infectées qui sont dans les files actives, en tout cas des structures communautaires et qui sont au niveau de la santé. Quand on prend les santé médicaux et qui font un travail dynamique, efficace et qui à des moments donnés sont face à des situations où réellement il faut un accompagnement. Parce que vous savez que quand on parle de structure communautaire, il y a bien sûr une part de l'accompagnement de l'État, mais il y a aussi la grande partie où la structure doit faire des efforts pour que ça marche. Et faire des efforts lorsque nous avons une file active énorme demande beaucoup vraiment de travail. Et c'est pourquoi je parle en tout cas ce canal à les féliciter pour le travail abattu sur le terrain. Parce qu'ils font un travail malgré la rareté des ressources. Donc, il faut dire aussi qu'au niveau de la CORAP, par rapport à la gratuité des examens, nous avons cette chance d'avoir une place prépondérante lors des sessions du Conseil national du contre le sida avec le président du FASO, où la CORAP est toujours mise en avant pour porter le message, la motion de la société civile auprès de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Et nous avons fait des plaidoyers forts dans ce niveau-là. Que ce soit au niveau de la gratuité des ARV, que ce soit au niveau des lois permettant au PVH d'être plus à l'aise. La CORAP a toujours fait cela en collaboration avec ses structures membres, en collaboration avec les autres fêtières. Et vraiment, je pense que nous avons toujours des efforts à faire parce que, comme je vous le disais tantôt, il y a le 3e 95 qui reste et vraiment un travail à faire. Le 3e quoi? Le 3e 95. Ça veut dire quoi? Le 3e 95, c'est là où il faut faire en sorte que tous ceux qui ont le VIH dans leur corps soient à un niveau indétectable. Ça veut dire lorsqu'on va faire le test, on ne peut plus voir le VIH dans son corps. Et en ce moment, on aurait dit que nous on a atteint un niveau où nous pouvons dire que nous avons plus de ceci le VIH. Les personnes là ne manifestent plus le sida. Vous savez qu'il y a le VIH qui est là, qui est le virus, mais le sida c'est la maladie. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme c'est un nouveau bureau, est-ce que vous avez un programme d'activité déjà élaboré ou bien vous y travaillez déjà? Donc, monsieur le secrétaire général, on vous a refilé la question. Oui, bien sûr, parce que c'est de là aussi que vient mon rôle en tant que secrétaire général. Il faut dire que, comme il a si bien dit au départ, nous ne venons pas du NEA. Ce sont des associations, des réseaux. Voilà, et on dit que l'administration, c'est une continuité. C'est la même chose au niveau communautaire. Il y a déjà un plan préétabli en début d'année qui est élaboré par le prédécesseur. Et nous allons travailler avec ça pour pouvoir encore, si possible, l'améliorer en fonction des réalités du terrain, en fonction de la disponibilité des ressources financières. Donc, nous avons un plan stratégique avec lequel nous travaillons avec les autres organisations pour renforcer encore plus nos activités sur le terrain à travers nos 13 régions. Et comme il l'a dit, nous avons 13 coordinations régionales fonctionnelles avec des acteurs qui ont été installés le même jour que les membres du bureau, donc qui ont également
le devoir avec de l'aide des missions pour pouvoir eux aussi mettre en application les plans d'action au niveau régional pour accompagner la dynamique au niveau national. Il faut dire que ce sont ces coordinations qui sont un peu la voûte qui accompagne le bureau national pour la réalisation des activités sur le terrain. Et nous sommes déjà en mi-année, déjà dans le semestre, et déjà c'est une capitalisation des différentes actions qui ont été menées par nos acteurs à la base, et nous pourrons éventuellement voir d'ici là quel est l'impact de ce qui a été fait sur le terrain, malgré l'insuffisance ou la rareté des ressources financières. Juste pour dire qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain, même si on ne sort pas pour faire du bruit comme avant, parce que la situation ne s'y est pas. Les acteurs travaillent effectivement sur le terrain à travers des plans d'action qui leur permettent de pouvoir dire et de démontrer leur travail sur le terrain pour que les partenaires se disent toujours qu'il y a des actions qui sont toujours menées et qu'ils ont besoin d'accompagnement. Vous voulez ajouter sur... Oui, peut-être pour ajouter à ce que le SG vient de dire, il faut dire que nous avons des défis, comme je l'ai dit, et nous sommes donnés comme orientation d'abord de valoriser l'expertise communautaire. Je le dis parce que, vous savez, avant, quand on prend les structures associatives, il faut dire que chacun attend que le partenaire vienne vers lui, ou bien on part rechercher les partenaires. Et des fois, on attend tous des partenaires. Donc, je pense que la CORAB aussi a pour rôle de travailler à valoriser les structures, à capaciter les structures pour qu'au-delà des financements extérieurs, au-delà des financements maladie, ces structures puissent créer des revenus internes pour pouvoir s'autofinancer et pouvoir, par exemple, quand on prend la question des centres de santé communautaire, je pense que la CORAB est dans cette logique de faire un plaidoyer fort auprès du ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure on peut donner un impact plus fort, on peut donner une valeur plus élevée à ces centres communautaires, de santé communautaire, pour que les revenus de ces centres-là puissent accompagner les communautés à la base. Ça veut dire qu'au-delà du fait que la CORAB doit faire le plaidoyer, nous allons travailler à capaciter nos structures pour qu'elles soient autonomes en leur sein et pouvoir à leur tour maintenant valoriser l'expertise communautaire à leur niveau. L'autre aspect, c'est nous allons travailler à consolider vraiment, et en tout cas, la question, je dirais, de la gouvernance communautaire. Vous savez que pour qu'une action marche, il faut une très bonne gouvernance. Et ça, c'est un défi que nous sommes donnés pour, en tout cas, atteindre, d'ici la fin de notre mandat, une gouvernance vertueuse au niveau de chaque structure. Il y a aussi le fait que, comme on l'a dit, les financements sont rares. Et nous avons tendance à attendre des autres. Et nous allons travailler à créer pour nous. C'est ce qu'il faut faire. Nous allons le faire parce que nous avons eu la chance d'échanger avec certains partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans ce sens, qui sont prêts à faire en sorte que, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit les centres communautaires et les santé communautaires, que ce soit les pharmacies communautaires, que ce soit les champs communautaires, il y a beaucoup de choses que la société civile peut réaliser pour s'autofinancer. Donc je pense que c'est une action forte que nous allons en tout cas travailler avec beaucoup de partenaires pour habiliter les structures à être plus dynamiques et être plus autonomes sur le terrain. Il y a aussi une question prépondérante, c'est la défense des droits des PVH, des droits des personnes vraiment qui sont affectées à un niveau de VIH, des droits aussi, en tout cas, des cibles qui sont sans pouvoir, qui sont sans force, que je dirais les cibles vulnérables. Donc, à ce niveau aussi, la CORAB va travailler vraiment à les orienter, à leur donner plus de capacité pour que ces cibles-là puissent s'autosuffire, mais aussi pour que ces cibles puissent, au-delà de leur vulnérabilité, puissent accompagner le développement de notre pays. C'est ce que je voulais ajouter. Merci bien. Vous voulez ajouter quelque chose sur les activités? Je pense que le président a tout dit. Maintenant, est-ce que peut-être les jours ou semaines à venir, vous avez une activité déjà prévue ou bien vous êtes toujours dans la concertation? Pas d'activité à l'horizon tout de suite. On en a assez parce qu'on a beaucoup de défis.
on a déjà commencé à prendre la tâche avec les partenaires qui doivent nous accompagner dans la mise en œuvre de notre plan d'action de l'année 2025. On a également des rencontres au niveau régional pour échanger avec nos différentes coordinations pour voir quel est le travail qu'ils doivent faire sur le terrain, quelles sont les difficultés qu'ils ont déjà rencontrées auparavant et qu'est-ce qu'ils comptent faire pour accompagner dans chaque région les différentes entités de la santé qui s'y trouvent et quelle est la collaboration qu'ils peuvent avoir avec les autres pour impacter plus les activités sur le terrain. Nous avons prévu également de rencontrer nos différentes associations elles-mêmes au niveau régional pour un peu parler de notre nouvelle vision de la mission de la CORAP afin que nous ayons une synergie d'action sur le terrain. Donc autant d'activités que nous avons sur le terrain pour en tout cas montrer la volonté du nouveau bureau à pouvoir travailler, à pouvoir mettre en place le dispositif qui va permettre à la société civile en santé à pouvoir mieux développer ses activités et mieux accompagner les gouvernants dans la mise en œuvre de leurs actions. D'accord, merci bien. Peut-être pour parler de collaboration maintenant, peut-être en collaboration avec le ministère de la Santé, est-ce que justement c'est un partenaire fiable de la CORAP? Il faut dire que nous avons, comme je vous l'ai dit, la chance d'avoir une place vraiment prépondérante au niveau des institutions étatiques. Et le ministère de la Santé, c'est notre, en tout cas, partenaire leader. Parce que dans le dispositif, nous répondons directement du ministère de la Santé. Et je pense que si on prend la plupart des services techniques rattachés au ministère de la Santé, nous sommes impliqués dans toutes les rencontres des services techniques du ministère de la Santé. Et là, nous les remercions pour cela, pour cette considération. Nous sommes aussi impliqués dans les décisions fortes du ministère de la Santé et par rapport, bien sûr, à la vision de la société civile. Et là aussi, nous les remercions par rapport pour cette considération. Et il faut dire qu'au-delà même de ces actions, nous sommes impliqués dans les actions de prévention. Et vous savez que la plupart des actions, en tout cas prioritaires aussi du monde communautaire, c'est aussi la veille communautaire. Et la veille communautaire nous permet d'informer à l'avance sur un certain nombre de réalités qui peuvent arriver, ou bien sur un certain nombre de réalités qui se passent sur le terrain et qui sont peut-être inefficaces par rapport, bien sûr, aux actions du ministère, ou qui peuvent entraver, en tout cas, la vision du ministère. Donc, nous avons vraiment, nous sommes de bons termes avec le ministère de la Santé, et je pense bien que nous travaillons, en tout cas, avec ces services techniques par rapport à l'élaboration des programmes de santé, que ce soit au niveau du palu, la tuberculose, comme tous les autres maladies, nous sommes impliqués. Et au-delà de ça, quand vous prenez les CORAP au niveau régional, en tout cas, toutes ces coordinations régionales sont impliquées aussi et à travers, bien sûr, leurs relations avec les DRS dans les activités, en tout cas régionales du ministère de la Santé. Et donc, et aussi, par exemple, quand on prend au niveau du centre, la plupart des structures travaillent beaucoup avec la direction régionale du centre, où on est impliqué dans toutes les activités que la direction régionale veut réaliser. Et aussi au niveau des districts sanitaires, quand on prend les 5 districts au niveau du centre, dans chaque district donné, quand on voit les MCD, il peut vous faire la liste des structures membres de la CORAP qui les accompagnent dans la dynamique. Et c'est ça qui fait la force de la fêtière, parce que autant elle est partout, autant elle accompagne aussi le ministère à tous les niveaux donnés. Merci beaucoup. Alors, le temps est parti, notre entretien est terminé. On va quand même vous permettre des mots de fin. On commence par le secrétaire général. Bon, c'est déjà vous remercier pour l'invitation qui nous permet ici de rappeler un peu nos missions, nos objectifs. Okay. C'est également dire merci à toutes les associations membres de la CORAP qui nous permettent d'accompagner le ministère de la Santé depuis les CSPS jusqu'aux différentes directions régionales. C'est également l'occasion d'inviter nos associations et au niveau de la base à travers leur coordination régionale, de toujours travailler en bonne collaboration avec les districts sanitaires et aussi bien les directions régionales pour nous permettre de mieux accompagner, comme je le disais tantôt, le ministère de la Santé afin que les objectifs que nous recherchons ensemble soient atteints et que chacun se retrouve dans un environnement qui lui permette véritablement de faire son travail comme il se doit. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour finir. Merci. Et bien sûr, avant de commencer, je vais aller dans le même sens que le SG, vous remercier pour cette invitation.
mais aussi remercier nos dévanciers. Il faut dire que le bureau, nous sommes de la 4e génération de la gestion de la CORAB. Et je dirais que je voulais rassurer en tout cas nos anciens, en tout cas de l'accompagnement. On ne peut pas être totalement efficace, mais on va toujours demander leur rapport, on va demander leur accompagnement. Je voudrais aussi remercier en tout cas le monde associatif qui a fait confiance à ce bureau pour nous installer là-bas et pour dire que ce mandat c'est pour nous tous. Et nous attendons d'eux des interpellations, nous attendons d'eux en tout cas des orientations qui nous appellent à tout moment s'il y a des difficultés quelque part et qui nous donnent en tout cas leur avis par rapport à des sujets donnés. Nous voudrons aussi en tout cas remercier, je dirais, le SPCNLS pour son appui et par rapport bien sûr à l'organisation de notre passation, mais aussi en tout cas sa considération permanente à la CORAB pour les consultations données. Et nous remercions aussi les partenaires techniques et financiers comme l'ONISIRA et les autres partenaires qui sont toujours à nos côtés pour qu'on puisse aller ensemble vers vraiment un avenir radieux pour nos populations. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que M. Herman Abouga est le nouveau président de la coalition des réseaux des associations burkinabées de lutte contre le VIH, SIDA et de la promotion de la santé, CORAB en abrégé. Et nous étions également avec M. Pamoussa Songri, qui est le secrétaire général de la CORAB. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On va marquer une petite pause et puis on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, on parlera du grand événement du Web3 à venir. Pour ce week-end, et nous recevons le promoteur sur ce plateau, M. Amidou Zonga. Je vous rappelle qu'il est conférencier, écrivain et spécialiste en blockchain et crypto-monnaie, fondateur de CryptoSua.com. Et aujourd'hui, on parle donc de l'acte 2 de FASO Blockchain and Crypto Week Summit. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, M. Zonga. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement en direct de Savane TV. Merci d'être là. Alors, les publications se poursuivent sur CryptoSua. Oui, effectivement. Okay. Ouais, sur le média CryptoSua.com, les publications se poursuivent chaque jour. C'est 24 sur 24. On publie des informations pour permettre à tous ceux qui consultent le site d'avoir des informations, en tout cas stratégiques, des informations fiables, synthétiques et synthétisées pour leur permettre de mieux comprendre l'évolution du secteur de l'industrie des crypto-monnaies. Donc le site, c'est cryptosua.com. Okay. Prenez votre téléphone actuellement, allez sur Google, tapez cryptosua.com et vous allez voir des informations sur la Thaïlande qui accepte les crypto-monnaies pour le tourisme. Vous allez voir des informations sur le grand groupe, le Blockchain Group au niveau de la France qui investit dans le Bitcoin, et vous trouverez encore d'autres informations sur la progression actuelle du Bitcoin et des autres crypto-monnaies également. Il y en a tellement que franchement, on ne peut pas tout dire à la fois sur ce plan. D'accord. Monsieur Zonga, alors parlons maintenant de l'événement à venir, c'est FASO Blockchain and Crypto Week Summit. De quoi s'agit-il? C'est quoi cette conférence? Oui, la conférence FASO Blockchain and Crypto Week Summit, c'est une plateforme qui rassemble les experts, les investisseurs stratèges, les entreprises visionnaires, les entrepreneurs audacieux et tous les passionnés de l'économie numérique pour parler de l'avenir des finances décentralisées et aussi tracer les sillons de l'avenir de l'économie numérique ici à Ouagadougou, donc au Burkina Faso. Et c'est une rencontre qui va permettre aux participants d'avoir toutes les informations stratégiques dont ils ont besoin pour comprendre c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi la blockchain, quelles sont les opportunités que nous pouvons saisir à travers donc ces secteurs, et aussi comment la blockchain dans son intégralité peut contribuer au développement socio-économique de notre pays, le Burkina Faso et de toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, la plupart voient simplement l'aspect investissement, et pourtant, il y a des aspects fondamentaux qu'il faut aller comprendre en profondeur. Et pendant ces 2 jours de conférence, nous allons partager des informations stratégiques aux participants. Nous allons leur permettre de comprendre c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi le Bitcoin, de savoir faire la différence entre crypto-monnaie, sites d'investissement, communément appelés les pyramides de Ponzi, et aussi comprendre la différence qu'il y a avec ce qu'on appelle le trading.
Parce que la plupart des gens font l'amalgame en pensant que quand on dit crypto-monnaie, oh, c'est donne-moi ton argent, j'ai investi, et une semaine après ou un mois, vous allez avoir tel pourcentage. C'est pas 5e. Ce n'est pas trading où on te dit donne ton argent, on va investir pour toi et puis tu es assis à la maison, ton argent travaille pour toi. C'est pas comme ça. Donc c'est à la conférence que vous allez avoir toutes les explications, toutes les démonstrations avec des experts qui seront là. Et aussi nous allons parler de l'adoption des crypto-monnaies, donc du Bitcoin, par les États. Et aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui ont créé une réserve stratégique en Bitcoin. Et le président des États-Unis, Donald Trump lui-même, président pro-crypto. Et figurez-vous, ça c'est une information que je partage en même temps, aux États-Unis, il y a actuellement 50 millions d'Américains qui investissent dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire qui possèdent des portefeuilles crypto. C'est-à-dire 50 millions. Donc ça veut dire que si on prend l'exemple chez nous ici, le Burkina Faso compte environ 22 millions d'habitants. Si on prend notre pays frère, la Côte d'Ivoire compte environ 30 millions d'habitants. Donc ça veut dire que la population de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso combinés ensemble qui possèdent des portefeuilles crypto-monnaies aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est plus de 300 millions d'habitants. Donc vous voyez, et ça c'est une information partagée par le vice-président des États-Unis, rien qu'avant-hier, à la grande conférence de Bitcoin tenue à Los Angeles. Et vous allez comprendre encore quelque chose de très fantastique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que leur ambition, c'est de doubler ce chiffre-là d'ici la fin de l'année 2025. Est-ce que vous voyez la vision? Donc nous également ici au Burkina, nous avons depuis l'année passée initié cette rencontre internationale qui rassemble les grands esprits, les visionnaires, pour parler de l'avenir des crypto-monnaies dans nos régions ici, pour permettre à nos populations d'avoir les connaissances de base dont elles ont besoin actuellement, pour pouvoir se positionner pendant qu'il y a encore temps. Parce qu'aujourd'hui, la souveraineté économique des pays, des États, repose sur le Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la digitalisation, on parle de la dématérialisation. Et quand vous regardez autour de vous, à l'heure actuelle, là, parce que la plupart des services se font en ligne. Donc quand on dit crypto-monnaie, arrêtez s'il vous plaît de croire que c'est une question d'arnaque, c'est une question d'escroquerie. Tout simplement parce que vous manquez de bonnes informations. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour à sensibiliser, à communiquer, informer les gens pour qu'on se réveille très vite pendant qu'il est encore temps. Et à la conférence, ce samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2025, vous allez avoir les informations que vous n'avez jamais reçues, vous allez avoir les connaissances que vous n'espérez même pas avoir, et ce sera avec des experts, des personnes qui ont une connaissance approfondie de l'écosystème, qui vont vous partager franchement des opportunités que vous-même vous direz merci Dieu de m'avoir permis de participer à une telle rencontre. Et on veut préciser une chose. Cette conférence, c'est pas juste pour aller faire du matu vu là-bas. C'est pas plus histoire d'aller raconter que oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. C'est pour aller faire des choses concrètes. Partager des résultats probants et dire aux gens, voici le chemin qu'il faut emprunter. Parce que nous, notre vision, c'est de faire de Ouagadougou la capitale africaine de la finance décentralisée à l'horizon 2035, donc dans 10 ans. C'est ça, alors, M. Zonga, vous avez parlé donc des conférenciers. J'aimerais bien qu'on marque un arrêt sur ça. On a vu sur l'affiche qu'il y a pas mal de conférenciers. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur qui viendra, qui partagera son expérience et puis les thématiques aussi qui seront abordées? Oui, ça c'est une excellente question. Quand vous regardez l'affiche, vous voyez qu'il y a des conférenciers, chacun est spécialisé dans son domaine. Nous allons parler de l'adoption des crypto-monnaies par les États. On va parler de la politique de la réglementation, déjà pour tracer les sillons chez nous ici, pour permettre à tous ceux qui seront là ce jour-là de comprendre qu'ailleurs, il y a déjà une politique de réglementation pour encadrer le secteur des crypto-monnaies. Donc nous aussi, nos parlementaires ici peuvent s'en inspirer pour déjà réfléchir à l'avenir, voir comment, en tout cas, mettre en place des textes pour pouvoir encadrer les secteurs pour que ça soit profitable et encourager l'innovation technique. Et il y a également l'aspect des opportunités de richesse, les opportunités de croissance, de liberté économique, financière que nous allons partager également. Et il y aura aussi l'aspect du business, de la tokenisation. Quand on parle de la tokenisation, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec nos domaine physique que nous avons ici, on l'incorpore dans la blockchain et ça crée ce qu'on appelle des unités de valeur et chacun de là où il se trouve peut acheter,
posséder une part pour pouvoir profiter de la plus-value plus tard. Donc ça, c'est un nouveau secteur également qui a de l'avenir. Et pour l'information, il y a BlackRock, la plus grande banque, la plus grande institution qui gère plus de 12 000 milliards d'actifs dans son portefeuille, qui prévoit d'investir plus de 30 000 milliards de dollars d'ici les 20 prochaines années. Pourquoi? Parce que c'est le secteur d'avenir. Et il y aura également l'aspect e-commerce et crypto-monnaie au Burkina, en Afrique, et surtout prendre le contexte burkinabé avec des personnes qui ont déjà créé des passerelles qui fonctionnent, qui génèrent des revenus et qui vraiment permettent à chacun d'être à l'aise. Nous allons aussi aborder la question intelligence artificielle et blockchain pour encourager l'entrepreneuriat numérique et la création d'emplois pour la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un téléphone entre vos mains. Tout ce dont vous faites, tout ce que vous faites actuellement, c'est soit aller sur TikTok, scroller, faites 2 heures, 3 heures. C'est aller sur WhatsApp, parler pour balancer entre vous, mais ça ne produit absolument rien. C'est aller sur Facebook, aller voir des gens, critiquer, vous jouez les intellectuels. Et puis quand vous voyez commenter de quelqu'un, il va dire nonobstant, avant de commenter, est-ce que ça là, ça va apporter $1 dans ton portefeuille? Je pense que non. Donc, tous ceux qui vont venir, on va leur montrer ce qui va permettre, à partir de cette conférence-là, en tout cas, d'ajouter quelque chose de plus dans leur portefeuille. D'accord. Donc, autant de thématiques à aborder. Et puis, vous avez cité justement, donc, vous-même, vous allez intervenir sur la crypto-monnaie. Oui. On a M. Gansoré, donc, qui parlera. Il était là la dernière fois. Il était là la dernière fois. Donc, et puis, on aura M. Abbas Banima. Abbas Banima, qui est un expert en intelligence artificielle. Il est expert, en tout cas, en cybersécurité, donc informatique. Il est aussi expert en communication stratégique. Il y a M. Temnoma Bena Ouedraogo, dit Papa Riche, qui va parler de e-commerce et crypto-monnaie en prenant l'expérience locale à travers sa plateforme qu'il a mis en place, qui est vraiment merveilleuse. Venez, vous allez découvrir tout ça. Il y a Michel Gansoré, qui est un expert en blockchain crypto également. Et lui aussi, il est un investisseur, il est un crypto-éducateur, formateur, et il y a moi également qui aura donc la responsabilité de parler de l'adoption des crypto-monnaies par les États, où on va aborder la question de la réglementation pour mieux orienter les gens. Et quand vous consultez par exemple le site que nous avons mis en place, cryptoswap.com, allez à propos, c'est-à-dire que vous ouvrez le site, allez pratiquement en bas, vers la fin, vous allez lire à propos et vous comprendrez la vision en fait qui est derrière, pourquoi on a créé le site. Donc tout ça, on va mieux décortiquer ça et permettre aux gens de comprendre que la crypto, en fait, ce n'est pas ce que vous entendez à la télé, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé, c'est ce que vous entendez à la radio, ni sur les réseaux sociaux. Venez dans des cadres précis, c'est pourquoi on organise la conférence pour vous permettre d'avoir l'information, la bonne d'ailleurs. Nous sommes à l'ère du numérique et ce qui fait la différence entre ceux que vous admirez et vous, ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que vous, ce n'est pas qu'ils sont plus chanceux que vous, ce n'est pas qu'ils sont plus malins que vous. La seule différence est qu'ils possèdent des informations que vous n'en avez pas. C'est ça. Voici la seule différence entre les autres et voilà. Alors, M. Zonga, on va donner les détails maintenant sur la conférence sur 2 jours. Quelles sont les conditions de participation? Oui, la conférence va se tenir sur 2 jours. Donc, c'est ce samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2025, c'est-à-dire après-demain. Aujourd'hui, c'est jeudi, demain, c'est vendredi. Après-demain, samedi, ça va se passer à l'hôtel Amizo, situé à côté de la cathédrale centrale de Ouagadougou, juste à côté de la mairie centrale. Et c'est de 9h à 12h. Les conditions de participation sont vraiment très flexibles. Nous avons 3 types de tickets. On a le ticket de 5 000 francs CFA qui vous donne droit à la salle et qui vous donne également droit à 10% de réduction sur toutes les offres. Et vous avez 1 mois d'abonnement gratuit sur le site cryptoswap.com. Nous avons également le ticket standard de 10 000 francs CFA qui vous donne droit à la salle, à une audience huis clos avec les experts qui seront là, les invités de marque, et également moins 15% de réduction sur toutes les offres pendant 2 mois, et vous avez 2 mois d'abonnement gratuit sur le média leader cryptoswap.com. Et le 3e ticket, c'est le ticket VIP qui fait 20 000 francs CFA, qui vous donne droit à un dîner privé business avec tous les experts qui seront là, les officiels, et aussi vous avez 25% de réduction sur toutes les offres pendant 3 mois.
et vous avez un suivi personnalisé pour tous ceux qui possèdent un portefeuille crypto et qui se posent la question, est-ce que mes cryptos que j'ai dans mon portefeuille là, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va exploser, quel crypto je dois acheter? Une fois que tu as le pass VIP, viens, nous on va te regarder après la conférence, on va faire un suivi personnalisé de ton portefeuille et faire une étude fondamentale et technique bien précise pour te dire, mon frère, ce que tu possèdes là, c'est pas bon, remplace par tel autre, ou bien voici comment tu vas améliorer pour pouvoir en profiter. Parce que ce que nous sommes en train de mettre en place, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que tous ceux qui vont venir à la conférence puissent profiter de l'opportunité de l'explosion du marché crypto dans les 6 prochains mois. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2025, tous ceux qui nous suivent actuellement là, une fois que vous rentrez dans l'industrie crypto actuellement, vous êtes au bon moment et au bon endroit pour profiter du marché. Mais il vous faut la bonne information et l'éducation. Sans cela, c'est compliqué. Donc, les numéros pour avoir les tickets, vous pouvez avoir les tickets sur place. Actuellement, l'équipe de livrets sont sur le terrain. On a plusieurs équipes. Ils font des livraisons chaque jour. Mais pour ceux qui veulent actuellement sécuriser les places, on va vous réserver quelques tickets. Le jour de la conférence, vous arrivez sur place et vous prenez le ticket que vous voulez. Donc, les numéros pour joindre, c'est le 51 53 75 05. C'est un numéro WhatsApp. Et le numéro sur lequel il faut appeler directement pour avoir la livraison rapide, c'est le 74 96 04 95. Le 74 96 04 95. Le 51 53 75 05. Et vous allez avoir votre ticket, sécuriser votre place pendant qu'il est encore temps. La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que Madame Nikema, la salle ne pourrait pas contenir tout le monde. Donc, tous ceux qui vont réagir très vite seront les mieux servis. Parce que on ne voudrait pas que les gens viennent s'arrêter pendant 3 heures, 4 heures et dire « Ah, on a payé, mais on s'est arrêté ». C'est pourquoi on dit aux gens d'agir très, très, très vite. Et donc, actuellement, tout est fin prêt. On attend seulement que Dieu nous montre le samedi et le dimanche en bonne santé et dans la joie. Et vous allez savoir qu'il y a des choses que vous n'avez pas accès et que grâce à vous-même, vos propres efforts, aujourd'hui, vous avez accès et Dieu sera vrai toujours grand. Maintenant, il faut que les gens comprennent. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, le dimanche, je dois aller à l'église. » Oui, vous pouvez participer. La journée du dimanche, là, ça serait dans l'après-midi. Ce n'est pas la journée. Le dimanche, c'est la soirée des VIP. Donc, ça va commencer à partir de 18h. Donc, vous pouvez participer et le lendemain, partez à l'église, prier Dieu avant de revenir dans la soirée. Et d'accord. En ce moment-là, quand vous priez, vous êtes encore plus content. C'est ça, et ça, nous aussi, ça nous met dans la joie parce que les gens vont aller prier pour dire à Dieu de nous bénir et aussi de bénir ce que nous faisons. Merci, M. Zanga. Le temps est terminé. Donc, rendez-vous samedi à partir de 9h jusqu'à 12h à l'hôtel Amizo pour vivre dans l'acte 2 de Faso Blockchain and Crypto Week Summit que vous organisez. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On souhaite encore bonne fête de l'Ascension à tous les fidèles chrétiens du Burkina Faso. Et c'est l'occasion aussi de vous souhaiter bon repos pour vous qui êtes à la maison puisque c'est férié. Donc, profitez-en. Nous sommes au boulot pour vous faire plaisir. Allez, prenez soin de vous. À demain. Tschüss.